Je propose donc à Lauriane Lemasson de prendre la suite. Donc, je vais vous présenter l'itinéraire que j'ai mené au sud du détroit de Magellan, en Patagonie. Donc, c'est des recherches que j'ai démarrées en 2011 sous la direction de François Picard et que j'ai continué ensuite en doctorat à partir de 2015, également en codirection avec Jean-Dominique Pollack. Donc, j'ai débuté ce parcours avec pour objectif de m'intéresser aux lieux et espaces de la musique, au tout départ, et d'étudier dans des cadres spatio-temporels variés, en développant des outils inspirés d'autres disciplines, ces territoires. Donc, que ce soit la géographie, l'ethnologie et l'acoustique. Donc, parmi les questionnements initiaux, il y en avait plusieurs, qui étaient d'interroger les représentations en jeu des territoires, des lieux et des espaces, de l'environnement sonore dans leur fonction humaine et sociale. Donc, qu'est-ce que l'environnement sonore peut nous apprendre? Également, en tant que ressource culturelle, comment le paysage sonore est utilisé en Patagonie insulaire? Également, comment on peut démontrer, cartographier et mettre en évidence l'importance des sons? Et enfin, est-ce qu'il existerait des caractéristiques acoustiques qui déterminent le choix d'occupation ou non d'un espace? Donc, en gardant toujours en mémoire qu'une composition ne se déploie pas seulement avec, dans et pour l'espace, mais qu'elle est toujours en espace. Donc, pour commencer, le premier chapitre de ce cheminement a été de débuter en 2011 avec l'analyse d'un corpus bibliographique compris donc, entre le XVIe et le XXIe siècle. Donc, pour cela, j'ai collecté des informations qui étaient liées à différents thèmes liés au paysage sonore, donc que ce soit les perceptions sonores du narrateur, les descriptions des paysages, les informations ethnologiques, les conditions météorologiques, etc. Donc, à partir de cette base de données, j'ai pu extraire des informations qui montrent qu'il y a des points communs, mais aussi des divergences entre ces auteurs. Parmi les points communs, nous trouvons la diversité des éléments, donc avec un usage répété des adjectifs qui caractérisent la Patagonie, donc, comme cauchemardesque, tempétueux, extrême, désolé. Certains y associent aussi de la tristesse, mais aucun ne nie la difficulté d'évoluer dans ces territoires, à terre comme en mer. Deuxièmement, apparaissent les témoignages sur les premiers habitants de ces lieux, arrivés il y a plus de 10 000 ans, en terre de feu, en passant le détroit de Magellan, aussi connu sous le nom Atitelen, le détroit de Magellan au nom de Selknam. Donc, du XVIe au début du XXe siècle, tous sont présentés comme primitifs, sauvages et géants. À la fin du XIXe siècle et au XXIe siècle, il y a un changement qui s'opère progressivement lié au génocide et aux campagnes de colonisation chilienne et argentine sur le territoire. Donc, ce qui fait que plusieurs auteurs vont parler au départ d'une disparition programmée, suivie ensuite de l'emploi toujours plus pressant du dernier, donc le concept du dernier représentant d'un peuple disparu ou sur le point de disparaître, et pour arriver finalement, après 1966, à la disparition totale de la culture ancestrale Selknam, qui serait liée à la mort de Kiepra, aussi connue sous le nom de Lola, et considérée comme la dernière chamane Selknam. Donc, suite à cette étape, j'ai également travaillé sur les archives sonores disponibles. Donc, il y en avait peu de disponibles à ce moment-là, en 2011, puisque seuls ont été édités dès les années 70 les chants enregistrés par Anne Chapman, ou chante Kiepra, donc en 1965-66. Donc, il y a un corpus de 90 chants qui comprennent des chants chamaniques, des berceuses, et également les chants du Raïn, donc le rituel initiatique des jeunes hommes Selknam. Il y a également des enregistrements beaucoup plus anciens, dont les premiers qui datent de 1908, donc qui ont été collectés par Charles Wellington Furlong lors de ses missions, donc qui reposent sur 13 cylindres de cire. Également la deuxième campagne de Martin Guzinder, donc un prêtre polonais, qui a été accompagné de Wilhelm Koppers et qui a enregistré sur 33 cylindres des chants aussi bien Kaweshkar que Yagan, Selknam et Rauch.
Donc, ces deux corpus anciens, on va dire celui de Goussinde et de Furlong, n'étaient pas disponibles à ce moment-là et ont été édités récemment, puisqu'en 2018, le phonogramme archive du musée ethnographique de Berlin a publié un double disque avec eh bien, ces disques, ces cylindres de cire digitalisés. Donc, tout cela sans en informer les principaux intéressés, ni ceux qui ne manquaient pas pourtant d'en faire la demande. Donc, suite à cette étape d'analyse, j'ai organisé une expédition sur place, puisqu'elle devenait nécessaire, en 2013. Donc, à ce moment-là, il m'apparaissait complètement improbable de rencontrer des représentants de ces peuples, puisque partout, la Patagonie, même si elle a part belle dans les magazines et dans les blogs de voyage, elle inspire des pièces de théâtre, des expos photos, etc. Mais partout, on entend la même rhétorique, celle de l'absence de ses premiers habitants. Je suis donc partie avec le sac à dos et un protocole expérimental de description des paysages sonores, complété par des photos et des enregistrements. En parallèle, j'ai pu me procurer petit à petit des données sur les lieux autrefois peuplés. Donc, j'ai établi l'itinéraire en incluant plusieurs paramètres, donc des lieux qui étaient recensés par des archéologues, une route ou des pistes qui ne seraient pas trop loin du départ et de l'arrivée, donc qui me permettraient à ce moment-là de pouvoir me ravitailler durant des périodes, suite à des périodes de 7 à 15 jours maximum en autonomie complète et sans support logistique dans la partie argentine de la Terre de Feu. Durant cette première mission de terrain, j'ai pu collecter une centaine d'heures d'enregistrement et parcourir environ 2000 km au total. Donc, un voyage plutôt productif en somme, mais c'était tout ça sans compter sur ce que j'allais devoir appréhender sur place, puisque ce sont aujourd'hui des espaces privatisés, contrairement à l'image que l'on a de grands espaces libres. Mais ce n'était pas du tout ça. La Patagonie est morcelée avec des milliers de kilomètres de clôtures, donc des clôtures partout, qui en serrent des lieux devenus des espaces vidés de sens, et pourtant chargés de présence, puisque durant tout mon périple, il n'était pas rare de voir des pointes de flèches ou autres témoins du travail de la pierre par les peuples autochtones. Donc, pour explorer ces lieux, il a fallu désobéir et se faire discrète surtout, en sautant les barrières et clôtures et en montant la tente qu'à la tombée de la nuit pour repartir au lever du jour, lorsque les distances entre mon point de campement et les estancias ou puestos pouvaient indiquer ma présence. Donc, plus l'on s'éloigne des quelques axes principaux en terre de feu, plus la loi est celle du propriétaire et de ses terres, et non celle de l'État, puisque des routes publiques peuvent être fermées, des barrières cadenassées empêchant de passer. Tout cela pour réserver au final ces trésors naturels à une très petite minorité capable de s'offrir des séjours dans des luxueux lodges en venant des quatre coins du monde. Donc, j'ai vu du bétail, certes, puisque c'était au départ l'activité principale lors de la colonisation à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, organisée par les Chiliens et les Argentins au sud du détroit. Donc, j'ai vu du bétail, oui, à de rares endroits, mais ce qui arrive, c'est surtout un silence. Le silence glacial de la désertation forcée de ces lieux et un vide total de signification quant aux éléments du paysage qui m'entourent. Puisque quel nom j'allais pouvoir indiquer sur mes enregistrements, où je les avais faits, je ne pouvais pas localiser puisque les cartes, aussi bien les rivières que les montagnes, tout ce qui m'entourait était devenu anonyme à cause de la colonisation rapide de ce territoire. À ce moment-là, je n'avais pas de GPS non plus. Donc, j'ai ensuite fait le choix de toujours associer des coordonnées GPS lors de mes missions suivantes pour pouvoir au moins m'y retrouver et donner des noms autres que ceux des territoires vagues, des Arouën, comme on les appelle en Selknam, qui me permettaient d'avoir une localisation approximative des enregistrements qui avaient été effectués lors de cette première mission. Donc, à défaut d'une toponymie suffisante, des coordonnées GPS. Donc, peu de temps avant mon départ en France, retour en France, j'ai pu
Alors, excusez-moi, un petit souci. Diapositive. Voilà, donc peu de temps avant mon retour en France, lors d'un ravitaillement à Rio Grande, j'ai vu une maison proche de l'hôpital avec une hutte conique semblable à celle que j'avais vue dans les photos d'archives des Selknam et Rauch. Donc évidemment, je me suis approchée pour aller voir de plus près et j'y ai lu Comunidad Indígena Rafael Aishton, à côté d'une statue en bois à l'effigie des chasseurs-cueilleurs d'autrefois. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait une communauté indigène Selknam à Rio Grande. J'ai frappé à la porte pour essayer de rencontrer quelqu'un, il n'y avait personne. Le lendemain et les jours suivants, pareil. Mais une brèche s'était déjà ouverte. Il n'avait donc pas disparu complètement, contrairement à ce que je pouvais savoir depuis l'Europe. Et donc, pourquoi dire ça dans ce cas-là? Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer mon fidèle ami depuis, le poète Alejandro Pinto, qui travaillait à ce moment-là avec cette communauté en organisant régulièrement des événements avec un groupe d'artistes nommé Cloquetan Tintea. Et j'ai alors compris, avec lui et puis d'autres personnes rencontrées par la suite, que les Selknam et Yagan étaient toujours, Rauch et Yagan étaient toujours présents. Ils étaient même reconnus juridiquement, mais qu'ils étaient finalement niés culturellement. Mais pourquoi, à ce moment-là? Quels sont les filtres qui nient leurs racines? Donc, j'ai soutenu mon master en 2013 avec cette première partie de cheminement. Puis, je me suis mise à approfondir mes connaissances en ethnologie et en géographie surtout, avec Jean Mallory et à l'Université de Genève. Donc, j'étais consciente qu'il allait me manquer beaucoup de compétences si je voulais poursuivre sur ce terrain. Et ensuite, j'ai présenté donc, mon projet de thèse en 2015 et j'ai pu obtenir un contrat doctoral qui m'a permis de retourner sur le terrain en 2017 et de nombreuses fois ensuite pour rencontrer plusieurs membres de ces peuples, dont l'arrière-petite-fille de la dernière chamane Selknam, l'arrière-petite-fille de Kepra, qui s'appelle Mirta Salamanca. Je vais pouvoir vous faire écouter la première rencontre que j'ai eue avec elle. S'est déroulée lors d'une performance théâtrale qui a eu lieu sur la place des Armes à Punta Arenas, au Chili, et qui a été organisée par Rodrigo González et Nitzame Mallorca. Donc, cet événement a recréé la capture, la déportation et la vente aux enchères de 165 Selknam sur ordre du gouverneur de l'époque Manuel Señore en 1895. Donc, vous me pardonnerez la qualité de l'enregistrement puisque c'était en plein air, il y avait un pianiste pas loin et il y avait aussi beaucoup de chiens qui s'étaient invités durant l'enregistrement. Donc, je vais vous laisser écouter Mirta. Soy Mirta Salamanca, soy originaria del pueblo Selknam, soy nieta de Lola Kiepja, la última chamán. Hay una confusión porque todos dicen murió la última, pero nuestro legado sigue. Nuestro legado es Selknam, ella era mi abuela y nosotros mamamos muchas historias de ella, muchas verdaderas, ¿no? Mucho dolor sentimos, porque nuestra sangre sigue corriendo aunque el Estado y la gente diga no, murió la última. Y no estamos vivos nosotros, nuestra sangre sigue corriendo, mi sangre Selknam sigue corriendo. Estamos en recuperación de todo lo que arrebataron, tanto la lengua como la cestería, como todo, se está recuperando, de a poco se va a estar recuperando, especialmente por los testimonios que nosotros damos, de los que nos han contado, las vivencias que nos han contado, de los cantos de mi abuela, los cantos chamánicos, de los cantos de la naturaleza que ella cantaba. Eso se está recuperando, de a poco se está recuperando y recordando con la memoria de mi familia especialmente, recordando todo lo que pasó, ¿no? De mis hermanas, de lo que nosotros hemos vivido, que han vivido ella y que nosotros también hemos vivido, no tanto, no aberrante como ella, como la vida de ellas. Hoy siempre hablo yo de las mujeres, porque mataron todos los hombres y quedaron las mujeres especialmente. Como huérfanas, aunque vivían todas juntas, después las separaron, se encontraron después de grandes. Son todas historias muy aberrantes, muy dolorosas, para mí muy dolorosas, porque mi mamá era chica cuando ella la separaron de su mamá y bueno,
y de la abuela y de las primas y de las tías que las trajeron toda de una reserva indígena de allá de Río Grande, pues yo soy de Río Grande, la trajeron a una reserva indígena, a una escuela salesiana, y de ahí las separaron a todas. Entonces de ahí sigue la historia muy fea para mi familia, para mis mujeres especialmente. Es parte de la historia, es la verdad, es parte de la historia. Yo me llegué llorando y me voy llorando porque es un sentimiento que uno lo siente. Cada vez que pasa esto, recordás a tus seres queridos todo lo que han sufrido, todo lo que han padecido, todo el sentimiento, ¿no? Todo lo que te han contado, de que fue real, fue real. Y la historia no pasó así en 100 años, como te quieren creer, o más de 100 años. Mi mamá hoy si viviría tendría 84 años y lo vivió estas cosas, vivió las aberraciones que han sufrido muchísimo, muchísimo. En tipo esclavitud, que ni sé si la esclavitud, porque el esclavo por lo menos lo mantenían y lo cuidaban como para venderlo, en cambio ellas no, fue aberrante, los golpes, el maltrato, la carne podrida que tenía que comer, muchas cosas feas. Donc, comme vous pouvez vous en douter, cette rencontre a été pour moi assez forte, l'une des plus fortes d'ailleurs que j'ai été amenée à vivre. Mirta m'a permis de comprendre beaucoup de choses, tout d'un bloc, tout d'un coup. L'oubli des notions de mouvement, d'influence, de rencontre, des conflits, les adaptations, en bref, tout ce qui caractérise normalement une culture. Et la rend vivante, ici, avait été nié depuis trop longtemps. Donc un oubli qui trahit le concept même de culture. Puisque l'un des filtres les plus utilisés pour ne pas écouter ces Selknam d'aujourd'hui, ces Yagan d'aujourd'hui, ces Rauch d'aujourd'hui, c'est malheureusement trop souvent celui de la pureté du sang de l'informateur autochtone, même dans les années 70 et encore parfois aujourd'hui. Donc pour être digne d'intérêt, il faudrait donc répondre à ce critère, car le métissage biologique aurait un impact culturel suffisant pour diminuer les connaissances et la légitimité du témoin d'une culture, et la faire disparaître en même temps. C'est aussi un moyen efficace pour ne pas faire le travail de reconnaissance que de nier leur existence, puisque les génocides de ces peuples ne sont pas totalement reconnus dans leur ampleur, voire pas reconnus du tout sur certains points. En 2018, par exemple, le Chili indiquait que les Selknam avaient disparu et qu'il en restait seulement en Argentine et que les Yagan étaient en danger d'extinction. Tout ça alors même que des centaines de Selknam revendiquaient leur appartenance dans les recensements de 2004 et 2005. Côté argentin, c'était l'inverse. Les Selknam, eux, étaient reconnus, donc, dont 696 personnes au sein de la communauté indigène Rafaela Ixtlan. Et les Yagan, par contre, étaient niés. Il y a eu de gros changements en 2020, puisque 2 événements majeurs ont eu lieu. Les Selknam chiliens ont été reconnus et les Yagan argentins aussi, obtenant enfin leur statut de communauté auprès de l'INAI et l'Institut national des affaires indigènes. Donc, en plus d'un énorme travail de lutte pour la reconnaissance, les Yagan de la communauté indigène d'Ushuaia ont pu obtenir un peu de visibilité grâce à une présence dans les médias via leur porte-parole Victor Vargas Filgueira, qui est un des membres les plus actifs et qui a également été invité par mes soins lors du festival Aizebeli, grâce à la carte blanche que j'avais obtenue par Denis Laborde en 2019. Donc, durant ce festival, ils sont venus, j'ai eu la chance de pouvoir les inviter. Donc, ils sont venus Mirta Salamanca, que l'on voit à gauche, au sein des archives d'Anne Chapman, la bibliothèque Brou d'Ampierre de l'Université de Nanterre. À sa gauche, sur la photo suivante, José Germán Calderón, qui est du peuple Yagan. Puis, sur la photo suivante, à l'entrée du musée de l'homme, Mirta, Victor, le porte-parole de la communauté Yagan argentine, et également José. Donc, nous avons pu organiser ensemble plusieurs événements. Donc, entre autres, la visite du fonds Chapman, donc les archives de la chercheuse à la bibliothèque Brou de Dampierre. Donc, pour Mirta, ça a été l'occasion d'avoir un accès à l'histoire de sa famille. C'était également la première fois depuis les terribles zoos humains de la fin du 19e siècle à Paris. C'était la première fois que les Selknam
Selknam et des Yaghan avaient l'opportunité de témoigner à la première personne de l'histoire de leur peuple. Ensuite, Rosser Herman, dans cette collection, Dan Chapman a pu lire les mémoires de sa mère, Ursula, qui était une des informatrices aux côtés de Christina, sa tante, avec Anne Chapman. Nous avons également organisé de multiples conférences sur des sujets que nous avons pu choisir ensemble en amont, qui ont composé une partie importante du programme du festival. Pour apporter de la convivialité également des ateliers d'artisanat avec la vannerie Yaghan, que maîtrise très bien Victor. Et nous avons également dû faire une visite inopinée au Musée de l'Homme, après l'absence de réponse de la direction quant aux restes humains Selknam, Yaghan et Rauch qui reposent dans la collection d'anthropologie physique, malgré des lois internationales qui indiquent que ces corps doivent être restitués aux communautés. Donc, avec eux, nous avions envoyé des messages avant leur arrivée en France en octobre 2019 pour solliciter une rencontre qui allait permettre de démarrer un dialogue pour cette fameuse restitution. Nous avons été complètement ignorés et la seule manière que nous avons eue d'obtenir une réponse 2 jours avant qu'ils rentrent en Argentine et au Chili a été de se rendre sur place, solliciter une réponse. Et le lendemain matin, à 9h, on recevait un mail pas très agréable, mais qui indiquait quand même que normalement, sous 6 mois, ils allaient s'intéresser à cette collection. Au jour où la date où je vous parle, nous n'avons toujours reçu aucune nouvelle de la part de la direction du musée de l'Homme. Et également, nous avons pu nous rendre au musée du Quai Branly. J'avais organisé avec l'équipe chargée des collections d'Amérique latine la consultation de la collection photographique où Myrta a pu voir par exemple des membres de sa famille sur des clichés qu'elle ignorait complètement. Donc des moments assez forts humainement. Et enfin, nous sommes aussi venus en Sorbonne lors du séminaire d'ethnomusicologie de François Picard avec pour objet de discussion les notions de patrimoine de l'humanité qui sont données à des représentants d'une tradition musicale, mais également le point assez sensible pour mes 3 informateurs, qui est ce que prend et ce que rend le chercheur lors de ses missions, avec malheureusement une propension à beaucoup prendre et à peu rendre. Donc, en parallèle, bien sûr, j'ai poursuivi la quête de sens dans les territoires. Il y a un travail de reconstruction des cartes Selknam, Rauch et Yaghan pour pallier au manque qu'il y avait lors de ma première mission pour les noms de lieux. Donc, j'ai recensé, télédétecté, il me reste à localiser, et j'ai déjà localisé pas mal de lieux, puisque lors de l'analyse de la toponymie actuelle, j'ai pu voir qu'aujourd'hui, moins de 8% des noms de lieux utilisés dans les cartes argentines et chiliennes sont en langue indigène, et que l'écrasante majorité de ces lieux se situent dans les lieux dits de refuge, c'est-à-dire les lieux où se retrouvaient les Selknam, les Rauch et les Yaghan pour survivre au génocide dont leur peuple était victime. Donc, grâce à ces cartes, il devient peu à peu possible de retrouver des choix de peuplement, donc, pour reprendre les problématiques que j'avais mis au tout départ de mes recherches. Et on retrouve des choix qui sont des choix d'occupation rituelle qui sont liés à une morphologie acoustique particulière. Donc, lors de l'étude du site Ewan 1, qui se situe au cœur de l'île. On peut le voir sur la diapositive précédente, une des diapositives précédentes, ici, donc au cœur de l'île, au sud du Cabo Peñas. Il se trouve un lieu avec un lieu rituel qui a été étudié par une équipe du CADIC, l'équipe d'Estella Mansour, donc le CADIC, le Centre austral d'investigation scientifique qui est basé à Ushuaia. Donc, comme vous pouvez voir en haut à droite de cette diapositive, cette hutte est toujours sur pied. Elle a été construite en 1905, durant le printemps 1905 précisément.
Et j'ai été invitée donc, par Estella Mansour à faire des tests acoustiques qui s'inspirent du protocole développé par François Canac directement sur place. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait une logique dans la spatialisation du lieu de rituel qui corrobore ce qu'on trouve dans les archives de Martin Gusinde et également dans des archives comme celle d'Esteban Lucas Bridge, qui est le fils du fondateur David d'Ushuaïa, arrivé en 1869 là-bas. Et donc Esteban Lucas Bridge a pu vivre en contact très étroit avec les Selknam jusque dans les années 40. Donc cette hutte, si on suit le schéma, eh bien, ce que j'ai pu démontrer via des tests acoustiques avec une simple boîte, comme on peut l'avoir sur cette diapositive précédente. Donc, grâce à des bruits blancs émis dans les directions nord-sud, puis est-ouest, j'ai pu analyser ces enregistrements et également me fier surtout à ce que je pouvais écouter. Et j'ai pu me rendre compte que les sons qui étaient dans la hutte, avant d'arriver au campement des femmes, qui est sur la gauche en vert clair, passaient, avaient un effet d'écho en face sur un léger endroit, une légère pente à cet endroit. Et donc, en arrivant ensuite au niveau du campement des femmes, la sensation était complètement délocalisée. On n'a pas la sensation que le son qui arrive de la hutte. À l'inverse, le son venant du campement des femmes, un léger écho en face, mais surtout s'entend très distinctement depuis la hutte. Donc cette logique spatiale était finalement était nécessaire puisqu'elle permettait, lors du rituel initiatique des jeunes hommes, de faire que tous les propos qui étaient tenus par les hommes dans la hutte ne soient pas écoutés par les femmes, mais qu'à l'inverse, il soit possible de surveiller les propos tenus au sein du campement des femmes depuis la hutte des hommes. Bon, je n'entrerai pas beaucoup plus dans le détail par rapport à ce rituel parce que ça risquerait d'être vraiment, vraiment long. Mais grâce à cette recherche, ça m'a permis de caractériser ce site et ensuite de partir à la recherche d'autres sites, dont celui que j'ai retrouvé en décembre 2019 lors d'une excursion de quelques jours dans la région des Lacs, qui a exactement les mêmes propriétés acoustiques, bien que sa morphologie physique soit différente. Donc en définitive, tous ces axes convergent vers donc là vous pouvez voir un extrait de base de données toponymique, avec à chaque fois dans la première colonne le nom tel qu'il a été retrouvé via différentes sources. Dans la suivante, s'il a son équivalent dans la toponymie actuelle. Ensuite, où il se trouve, puisque pour beaucoup de lieux, j'ai les noms, mais je n'ai pas ni les coordonnées GPS, ni rien associé. Donc, il faut aller sur le terrain, les retrouver, coupler ça avec de la télédétection pour ensuite pouvoir déterminer quelle est telle et telle montagne, telle rivière, tel petit ruisseau dont parle l'informateur, qu'il soit un informateur d'Anne Chapman ou de Nathalie Goudal, autre personne qui a travaillé un peu sur la toponymie. Donc au total, une trentaine de sources pour pouvoir établir une base de données qui représente aujourd'hui plusieurs milliers de noms de lieux. Donc en Selknam, en Yagan et en Froch. Donc si je vais essayer de vous montrer voilà. Donc en gros, à quoi ressemble aujourd'hui la carte. Donc si je prends l'exemple de la région des Lacs, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran ou pas. Bien. Oui, on a peine à la lire, mais on voit bien. Hein. D'accord, ok. Donc voilà, à chaque fois, ici se trouvent les différents lieux recensés, avec en rose ici les sites rituels connus.
Donc avec certains qu'il va falloir aller étudier et qui sont pas forcément faciles d'accès. Et par exemple, ici, le lieu de rituel retrouvé près du lac Yakouch, et dont les relevés acoustiques ont des propriétés très similaires à celui étudié beaucoup plus au nord lors d'une autre recherche. Donc, en définitive, ces axes convergent tous vers un même point, celui de participer à la reconstruction de ce qui peut l'être, que ce soit le rapport au territoire, en créant des ponts entre l'Europe et là-bas, au niveau archivistique par exemple, mais également en aidant à la visibilisation de ce qui s'est passé hier et de ce qui se passe encore aujourd'hui, la visibilisation des luttes et revendications de ces peuples. Donc, le projet cartographique a une vocation participative et multithématique, et l'objectif est de reconsidérer ces territoires, non de les décolonialiser, parce qu'au niveau toponymique, finalement, il n'y aurait pas grand-chose qui pourrait encore être retiré, mais plutôt de participer à la réappropriation de ces espaces vidés, en leur redonnant leur sens symbolique, géographique, historique, mythologique, sonore. Au final, eh bien, à ma petite échelle, de reconvertir peu à peu ces espaces en lieux. Merci. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette enquête là aussi passionnante. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de réactions ou de questions. Ouais, moi, je voulais vous demander quelles sont les prochaines étapes très concrètement de votre recherche. Alors, j'ai terminé la rédaction de la thèse, c'est déjà une première étape. Ouais. Et sinon, eh bien, il y a 2 projets sur lesquels j'aimerais pouvoir avancer, qui sont donc premièrement le fait de pouvoir mettre en place pouvoir créer une application qui permettrait de pouvoir utiliser ce recensement de lieux, un peu comme le Google Maps, si on veut, en Yaghan, Selknam et Rauch, pour permettre de pouvoir utiliser ces noms de lieux plutôt que les rares qui existent en langue espagnole ou anglaise. Donc l'idée est de faire que ce soit quelque chose de vivant, pas seulement une base de données qui intéressera finalement très peu de personnes, mais plutôt que ce soit quelque chose qui puisse être partagé, puisque lors de plusieurs cours que j'ai donnés sur place à des étudiants de différents niveaux, j'ai pu me rendre compte que finalement, le fait d'apporter des éléments nouveaux dans la relation au territoire, donc le fait de connaître par exemple que telle montagne correspond à la hutte, par sa forme, à la hutte du premier rituel Selknam, d'un coup, ça sollicite de l'intérêt, puisque c'est très difficile de solliciter de la curiosité pour un territoire si on se confronte au vide. Et le fait d'apporter du sens, d'apporter des éléments qui vont susciter la curiosité, surtout chez les plus jeunes, c'est une opportunité de faire que ces lieux retrouvent du sens, soit tout simplement, puisque aujourd'hui, c'est des milliers de kilomètres de barrières où il ne se passe rien. Donc, c'est beaucoup de gens qui restent concentrés dans les villes, avec un rapport au territoire qui est très limité finalement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième projet, ce serait de travailler sur la généalogie du génocide, puisque nous avons des documents en Europe et qui viendront compléter les documents présents sur place, qui sont difficiles d'accès, puisqu'on n'a pas trop envie d'aller fouiller dans ce qui dérange. Et donc ça, c'est vraiment un projet sur lequel j'aimerais pouvoir me focaliser à moyen terme, pouvoir recréer ça avec plusieurs membres de la communauté Selknam et également la communauté Yaghan. Merci. D'autres réactions? J'aurais une question à poser, Jean-Pierre. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, pardon. Bravo, Lauriane, c'est tout à fait passionnant. Enfin, j'ai le bonheur de faire partie du comité de suivi de ta thèse, donc
je vois la progression de la recherche et je suis tout à fait intrigué et passionné. Je me posais des questions sur la méthodologie de cette approche acoustique des lieux et je me demandais s'il y avait eu des expériences parallèles dans d'autres domaines culturels. Et je me suis posé une question, par exemple, souvent, pour donner un exemple, alors évidemment, je suis absolument pas compétent, je suis absolument incompétent en matière de l'histoire de la vie des monastères et des lieux de recueillement et d'isolation en Europe. Et je pense, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des études sur l'acoustique des lieux de célèbres abbayes retirées pour savoir s'il y avait non seulement des raisons géographiques physiques, mais s'il n'y avait pas aussi des raisons acoustiques à l'implantation, par exemple, d'une abbaye dans des lieux ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des expériences, par exemple, qui sont parallèles et qui se rapprocheraient de votre démarche, Lauriane? Je ne sais pas. J'ai pu avoir accès à un article il y a maintenant quelques mois, qui est celui d'une étude acoustique du site Stonehenge, qui a été faite par une équipe d'acousticiens et qui a démontré que le choix du lieu était effectivement pas un hasard et que les pierres, donc on sait qu'il reste qu'une partie du site, une partie importante a été détruite, mais en faisant la reconstitution du site en travaillant en collaboration avec des archéologues, ils ont pu bien démontrer qu'il y avait un effet de résonance interne, mais par contre, qu'à l'extérieur de ces cercles de pierre, on ne pouvait pas écouter ce qui se passait depuis l'extérieur. Donc, c'est un exemple. Il y en a un autre qui est celui du site archéologique de Saint-Just, près de Redon, où j'ai pu faire le même protocole que celui que j'ai fait en Patagonie, donc tout près de chez moi. Et je me suis rendu compte que là aussi, on avait une propriété acoustique assez hallucinante, puisqu'on entendait vraiment tout ce qui se passait à des distances assez impressionnantes. Donc après, de là à pouvoir, je m'étais placée j'avais placé les micros et je m'étais placée également sur l'emplacement qui avait été déterminé par les archéologues comme étant l'emplacement même de la hutte rituelle. Et c'était une écoute à 360 degrés assez impressionnante, avec des effets vraiment d'écho, d'amplification. J'ai fait ça au printemps en plus. J'ai fait écouter ces enregistrements à quelques personnes. On se croirait vraiment en plus à ce moment-là dans une forêt tropicale. C'est un bourdonnement de vie comme ça au lever du jour qui est assez unique. Donc, d'être approfondi, bien sûr. C'est vrai à ma connaissance, on n'est franchement pas nombreux à s'intéresser à ça pour l'instant. Enfin, c'est tout un univers méthodologique et disciplinaire qui s'ouvre là, qui est absolument à créer, en fait. C'est surtout ça qui n'est pas évident. En fait. Bravo. C'est créer des outils, créer une manière de pouvoir prouver, démontrer ce que l'on écoute. J'emboîte un petit peu le pas sur ce que disait Jean-Pierre. C'est vrai que je trouve pas tout à fait passionnant que vous ayez travaillé avec des gens comme Jean Mallory, François Picard, Jean-Dominique Pollack, et qu'il y a l'intersection de plusieurs approches. Et le sens de ma première question aussi, c'était justement, est-ce qu'il y a matière à formaliser d'une certaine manière une sorte de méthodologie qui serait réplicable, utilisable dans d'autres circonstances? Sur d'autres terrains. Cartographique, oui, puisqu'on est sur le fait de pouvoir cumuler le travail archivistique avec le travail de terrain, et donc aussi bien d'exploration sur place à titre individuel avec le sac à dos, tout comme travailler avec les membres de ces populations qui permet bien, petit à petit de recréer du sens. Donc c'est quelque chose qui peut très bien être fait dans d'autres régions du monde, puisque la méthodologie n'a rien de bien sorcier. Par contre, le fait de répliquer le même protocole dans des sites rituels, c'est possible, en tout cas en terre de feu, puisque
en ayant étudié les différents travaux qui avaient été faits sur ce rituel, et également en écoutant ce que m'ont apporté comme information les informateurs sur place, le fait de cumuler tout ça m'a permis de développer une certaine sensibilité quant à la manière d'écouter et de tester ces lieux. Donc, le fait de passer beaucoup de temps en pleine nature, beaucoup de temps à écouter, puisque c'est à chaque fois plusieurs mois d'immersion, la sensibilité de l'écoute se développe à ce moment-là et permet aussi de pouvoir percevoir, de commencer à écouter comme ils écoutent. Je dis bien commencer, puisque voilà, même s'il y a des choses comme par exemple les effets de résonance, les effets d'écho, le fait de choisir tel lieu plutôt que tel autre, le fait de voir tout de suite s'imaginer via la boussole voilà, l'orientation en fonction des vents dominants. Le fait de cumuler toutes ces connaissances permettent ensuite d'explorer le territoire en ayant en tête que peut-être on peut se retrouver avec un territoire qui aura des caractéristiques acoustiques propices au déroulement d'un rituel. Après, bien sûr, ça doit être, on doit ajouter à ça les travaux archéologiques. Hein. Donc, c'est vrai qu'une collaboration avec d'autres équipes est nécessaire pour ensuite vraiment confirmer tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions, certainement? Moi, j'aurais une question. Marie, oui. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment passionnant. Et donc, j'ai une question plus de l'ordre pratique, on va dire. Sur une des diapositives, il y avait une carte, là où vous nous avez expliqué voilà, que vous aviez en projet de cartographier, que vous aviez déjà répertorié beaucoup de choses. Et je me demandais comment vous l'avez réalisée, cette carte-là. Alors, il y a une partie des données qui a été collectée sur place, donc directement avec une balise GPS. Je pars sur place avec toute cette base de données que j'imprime pour l'avoir avec moi. Et j'ai par exemple l'indication que telle montagne a telle forme et représente telle divinité. Simplement, si je ne me rends pas sur place, j'ai aucune, même en faisant des détections, je ne peux pas déterminer si telle montagne a vraiment la forme décrite par tel informateur dans les années 50. Non, il faut retourner sur place, aller chercher des lieux. Et une fois qu'ils sont trouvés, eh bien, j'y associe un point GPS que je réintègre ensuite dans le programme que j'ai montré tout à l'heure. Donc, tous les lieux ont été plus ou moins recensés de cette manière-là. Ou d'autres où c'était beaucoup plus facile, et bien avec de la télédétection, l'analyse des images satellites, ça se fait tout seul. Mais malheureusement, tout ce qui est lié au relief devient très compliqué sans être sur place. Du coup, oui, en fait, ma question, ça portait vraiment sur enfin, techniquement, c'est avec un programme après que vous arrivez à mettre en forme vos résultats. Oui. Oui, et ensuite, c'est des données que j'exporte et que j'intègre dans un logiciel de système d'information géographique qui permet de formaliser une carte. D'accord, merci. D'autres questions, d'autres interventions? François? Oui, merci beaucoup, Lauriane. Je reviens sur la question qu'a posée Gilles, la question de l'interdisciplinarité. Donc, comme Moukadas Midjid qui a besoin de filmer, elle apprend à filmer et elle va passer 1 an ou 3 ans à filmer, à apprendre à filmer et puis en filmant, à apprendre à filmer. Vous avez voulu apprendre la géographie, vous êtes allé suivre les cours, vous utilisez les outils et plus vous les utilisez, plus vous êtes compétente. Pour l'acoustique ou pour la flûte chinoise ou parler chinois, marcher dans la nature, c'est des choses qu'on peut faire tout seul. Vous avez aussi appris, ou vous savez, à travailler avec des gens qui sont de domaines disciplinaires différents et et vous avez le talent pour intéresser les gens de domaines disciplinaires différents. Moi, mon expérience avec Benoît Fabre, dans Geste Acoustique Musique,
tout ça, c'est quand même le plus difficile, c'est arriver à publier ensemble, arriver à être au même rythme. Et je pense pas du tout que ce soit possible. Enfin, j'ai jamais vu personne qui y arrive. Et effectivement, Même Florence Gétro, je ne crois pas elle arrive, ou Michel Castellingo, des gens qui sont très pluridisciplinaires, et ils restent quand même à publier sur leur propre rythme, avec leur propre style. Vous développez des choses avec énormément de multimédia. On clique sur une carte, on peut l'écouter. Et comment valider ça dans une thèse de sciences humaines? Et on n'arrive pas. On ne peut pas. Enfin, moi, je viens de me faire refuser encore 2 articles. On me dit, fais des phrases avec une introduction, une conclusion. C'est pas possible. On montre des choses qui sont des interactions entre des images, des sons. On le montre facilement avec un PowerPoint. Mais le langage entre les gens de physique qui sont contrôlés par la physique, même si eux-mêmes sont acoustiques musicales, et puis les gens des humanités, là-dessus, on n'arrive pas. Et en plus, les règles qui sont qu'on vous a données, Lauriane, qui sont une thèse en 3 ans, voire 4, ça fonctionne pour la physique, mais vous montrez vous-même, vous l'avez rappelé, comment apprendre à entendre si on n'est pas sur place et si on ne prend pas le temps. On ne peut pas le faire. Donc, c'est une thèse en 3 ans, dans mon cas, c'est impossible. Oui. Il y a déjà 1 an et demi de préparation, d'expédition, celle de 2018 sur un voilier. Il y a ensuite tout traitement des données. Aujourd'hui, on est en avril 2021, que les données à collecter sur le terrain sont énormes. Et tout formaliser, je suis toute seule à faire ça. Donc, c'est vrai que, à moins de plus dormir, c'est pas possible, quoi. Donc, la question est où s'arrêter à ce moment-là pour la thèse. Est-ce que faire quelque chose, entre guillemets, au rabais, ou aller vraiment très loin et à ce moment-là accepter de ne pas respecter qu'une thèse soit faite en 3 ans ou même peut-être 6, mais que ce sera plus long, mais plus conséquent. Voilà, donc il y a Jean-Pierre Bartoli, votre comité de suivi, le directeur, Raphaël Legrand, pour l'école doctorale. Bon, on vous a entendu et j'espère qu'on arrivera à vous donner les bonnes conditions pour conclure. Moi, mon point de vue, c'est on dit 3 ans, on dit 6 ans, et puis on le fait. Et puis l'équipe, la nation, elle en a pour le travail de 3 ans ou de 6 ans. Mais on ne vous demande pas de faire 350 pages ou un travail complet ou quelque chose qui soit bouclé, et on vous demande de travailler pendant 3 ans. Les physiciens, ils sont quand même super meilleurs que nous. Hein. On leur dit, vous avez un contrat de recherche de 6 mois, ils en travaillent pour 6 mois, et avec l'article inclus dedans. Moi, j'ai été stupéfait, jamais j'avais vu ça de ma vie, hein, sauf en spectacle. Mais dans le monde universitaire, vous avez un contrat de 6 mois. L'article, l'écriture de l'article est compris dedans, ce qui paraît logique en fin de compte. Si on est des gens qui sommes payés pour faire ce qu'on fait, ou on a un contrat payé ou pas, hein, ça peut être d'apprentissage pour faire ce qu'on fait, on le fait dans le temps. Mais en sciences humaines, on fonctionne tellement dans un autre monde qu'on n'arrive pas à compter. Et vous êtes là aussi quand même assez pionnière et vous essuyez les plâtres parce qu'on ne sait pas trop comment faire pour inclure le temps de rédaction dans le travail de recherche et puis dire, voilà, je fais en 3 ans ou en 6 ans et vous en avez juste pour ce que vous m'avez demandé et pas la complétude de tout. Oui, alors dans le cas de mon parcours, c'est vrai que les publications ont quand même été faites, hein, quelques-unes éliminées, il y a eu aussi pas mal de publications via les médias. Et aussi, en parallèle, le fait d'avoir obtenu de la part de Jean Mallory un travail qui me prend beaucoup de temps, qui est celui d'être en charge de ces archives. Et ça, ce n'était pas prévu au programme, c'est sûr, au départ de la thèse. Mais je ne pouvais pas laisser l'opportunité de travailler avec un chercheur aussi éminent que Jean Mallory pour terminer ma thèse dans les temps. Ça aurait été absurde de ma part de laisser tomber les archives. Tout à fait, oui. 8 ans, alors que c'est aussi
dans le sens de mes recherches, d'apprendre auprès de lui, quoi. Très bien. Merci. Merci. Bon courage. On n'a plus le temps de discuter, je pense. Non, il faudrait qu'on fasse une toute petite pause pour permettre à Yana de… D'accord. Non, mais juste, je crois qu'il faut rassurer Lauriane. Je pense que la qualité de la recherche là est telle et qu'un jury pluridisciplinaire, d'autant plus, je suis sûr que François y veillera, pourra faire de sorte que cette thèse atypique et qui apporte de l'innovation méthodologique et de l'innovation même disciplinaire sera appréciée à sa juste valeur. Enfin, je pense vraiment. Et qu'il est évident qu'une thèse, d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, moi je dis très souvent à tous les étudiants, une thèse c'est pas la recherche d'une vie, c'est une étape arrêtée dans une recherche de plus long terme. Donc, merci à nouveau, Lauriane. Alors, d'ailleurs, je peux en profiter pour préciser que les petits bruits annexes qu'on avait étaient dus en fait à la situation. Vous n'êtes pas à terre, vous n'êtes pas sur terre, et donc il y a peut-être des petits problèmes de temps en temps de micro. Oui, un petit problème de temps en temps, effectivement. Oui. Voilà. D'ailleurs, qui illustre très bien ce que vous disiez sur votre nécessité d'être en permanence entre le sac à dos.